nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime vous propose ce soir 3 faits divers qui ont bouleversé des familles entières. Crime spécial, complot de famille, c'est tout de suite. Le 2 juillet 2006, à Pépinster, dans l'est de la Belgique, les secours reçoivent l'appel d'une femme. Paniquée, elle leur explique qu'elle a retrouvé le corps sans vie de son mari, Philippe, à leur domicile. En arrivant sur place, les forces de l'ordre constatent que l'homme de 44 ans a été abattu d'une balle derrière la nuque alors qu'il urinait. En s'immisçant dans l'intimité de cette famille, les enquêteurs ne vont pas tarder à mettre à jour de nombreuses tensions. Alors, qui a tué Philippe? Des proches de la victime sont-ils impliqués? Et pourquoi s'en être pris à ce père de famille? C'est un complot de famille dans toute sa splendeur, avec énormément de protagonistes à différents niveaux, et chacun ayant participé, ayant apporté sa pierre à l'édifice quelque part, d'une certaine façon. Le 19 octobre 2013, à Duny, en région parisienne, les proches de Faiza, 31 ans, sont inquiets. Ils ne parviennent pas à joindre la jeune mère de famille qui ne s'est pas présentée à son travail. Après plusieurs jours d'angoisse, ils apprennent que Faiza aurait été tuée au domicile de son compagnon. Alors, que s'est-il réellement passé au sein de cet appartement? Faiza a-t-elle été victime d'un crime passionnel? Les proches de la jeune femme ne vont pas tarder à découvrir l'horreur subie par la mère de famille. Je voyais ça défiler comme un film devant moi. J'étais là affalé, je comprenais rien, je voyais la police, tout ça. Je dis non, c'est un cauchemar, c'est pas la réalité. Le 24 novembre 2010, Christopher quitte son domicile familial pour partir travailler. Mais en arrivant au niveau du portail de la propriété, il remarque que la voiture de son père, Christophe, feu et moteur allumé, bloque l'allée. En se rapprochant, il constate que son père gît dans une mare de sang. Il semble avoir été abattu d'une balle dans la tête. Horrifié, Christopher prévient aussitôt les secours. Alors, qu'est-il arrivé au père de famille? Pourquoi l'avoir exécuté? Le coupable se cacherait-il dans son entourage? Il y a une phrase qui est ressortie, qui est assez marquante quand même, qui est empreinte d'une certaine haine à son égard. Elle dit « j'aurai sa peau et son fric avec ». Crime spécial complot de famille revient dans un premier temps sur le terrible destin de Philippe, un père de famille de 44 ans, froidement abattu à son domicile. Découvrez cette incroyable affaire pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment Philippe, un père de famille de 44 ans, a trouvé la mort dans de tragiques circonstances. Un crime de sang-froid, machiavéliquement orchestré, qui va choquer toute la région liégeoise. C'est un complot de famille dans toute sa splendeur, avec énormément de protagonistes à différents niveaux, et chacun ayant participé, ayant apporté sa pierre à l'édifice quelque part, d'une certaine façon. Nous sommes à Pépinster, en région wallonne, près de Liège. Cette petite ville belge, de près de 10 000 habitants, bénéficie d'une nature verdoyante qui en fait un endroit où il fait bon vivre. Pépinster est une ville essentiellement ouvrière, ça veut dire classe moyenne, petite rémunération, pas mal de personnes qui ont travaillé dans le textile et la laine. Le 2 juillet 2006, alors que les habitants profitent de la chaleur estivale, la douce quiétude de la ville va être bouleversée par un événement dramatique. Peu avant 14 h, les secours reçoivent un appel alarmant d'une habitante de 42 ans que nous appellerons Françoise. Françoise, elle est toute paniquée en fait quand elle appelle les secours, le 101 en Belgique. Et elle dit qu'elle a retrouvé, en rentrant chez elle vers 14 h, son compagnon Philippe inanimé.
Sentant que la situation est grave, les secours se rendent aussitôt à l'endroit indiqué. Une petite maison située sur les hauteurs de Pépinstère. Ils sont directement accueillis par Françoise et qui est en état de panique et de stress. Et elle les mène directement dans une toilette annexe à la salle de bain où se trouve effectivement Philippe. Mais pour l'homme de 44 ans, il est trop tard. Il a déjà succombé à ses blessures. La scène est glaçante. Il découvre la victime, la tête en avant, appuyée sur le socle des toilettes, et il est gisant dans une mare de sang. Donc les services de police voient immédiatement qu'il ne peut pas être question d'un malaise. Si quelqu'un est tombé, il peut y avoir quelques gouttes de sang, une égratignure, mais ce n'est pas le cas là. Alors, que s'est-il passé au sein de cette maison? Comment Philippe a-t-il trouvé la mort? Et pourquoi quelqu'un s'en serait-il pris à lui? À Pépinstère, après la macabre découverte de Françoise, les policiers procèdent aux premières constatations sur le corps de Philippe. L'homme de 44 ans a reçu une balle à l'arrière de la tête. Manifestement, on est en face d'une mort violente qui n'est pas un suicide puisque la balle a été tirée dans la nuque et qu'il n'y a pas d'arme à proximité du corps au moment où ils interviennent. En revanche, la balle qui s'est logée dans le mur des toilettes est saisie. Autre élément important, aucune trace de lutte n'est constatée. Philippe semble avoir été pris par surprise alors qu'il était aux toilettes. Rien ne laisse à penser qu'il y a eu bagarre, rien ne laisse à penser qu'il y a eu effraction, que les choses se sont faites de façon, comment dirais-je, furtive. Donc la piste du cambriolage va être très rapidement effacée. On est face à quelqu'un qui, passez-moi l'expression, a pris une balle dans l'arrière de la tête, sans rébellion finalement, sans rébellion. C'est une véritable exécution. À l'annonce de la mort de Philippe, c'est le choc et l'incompréhension dans la région liégeoise. À 44 ans, ce chauffeur routier était apprécié de tous et aimait profiter de la vie. Philippe est rarement en Belgique, il est donc souvent sur les routes. Et qu'est-ce qu'il fait évidemment de ce temps libre? Il le passe en famille d'une part. C'est un féru de moto, donc il aime aussi les sorties. Et quand on parle sortie, il aime aussi aller boire un verre avec des amis. Côté cœur, Philippe épouse Annick dans les années 80. Ensemble, ils ont 3 enfants. Raphaël, 22 ans, Grégory, 21 ans, et une fille de 17 ans, que nous appellerons Marie. Mais après 15 ans de mariage, le couple divorce. Les 3 enfants partent alors s'installer en France avec leur mère. Raphaël et Grégory sont quand même plus âgés et ils vont quitter leur mère assez rapidement pour revenir vivre en Belgique. Par rapport à Marie, c'est un peu différent. Elle ne reviendra en Belgique qu'au moment de son décès, parce que malheureusement, effectivement, sa mère va décéder en France et par la force des choses, elle retournera chez le dernier de ses parents, c'est-à-dire Philippe. Le père de famille doit alors renouer une relation avec sa fille de 16 ans, qu'il n'a pas vue grandir. Heureusement, il peut compter sur l'aide de sa nouvelle compagne, Françoise, âgée de 42 ans. Philippe va rencontrer une femme dans une discothèque, dans une boîte de nuit, comme ça peut se produire assez souvent. Et très rapidement, ils vont s'installer ensemble, ils vont être éperdument amoureux l'un de l'autre. De son côté, Françoise a aussi des enfants. Une fille de 27 ans et un garçon de 24 ans, que nous appellerons Christian. Alors c'est une famille recomposée, mais le noyau familial, c'est Françoise qui vit seule avec Marie toute la semaine, Philippe qui rentre uniquement les week-ends, et Christian, le fils de Françoise, qui n'habite pas très très loin de Pépinstère et qui lui rend visite régulièrement. L'enquête sur la mort de Philippe est confiée à la police de Liège.
Pour comprendre ce qui a pu se passer, les enquêteurs auditionnent les proches de la victime, à commencer par Marie, sa fille, qui réside toujours dans la maison familiale. Marie, elle dit bien que Philippe était rentré chez lui vers 11 h dans la matinée. Il revenait d'un bistrot où il avait ses habitudes. Il était d'ailleurs rentré détaillé mouvant avec des croissants. Et puis, quelques minutes après, elle est partie avec Christian. Elle n'était donc pas présente au moment du crime. Tout comme Françoise, la femme de la victime, qui va faire une révélation aux policiers. Françoise va expliquer qu'elle était absente la veille du drame pour cause d'une dispute. Elle explique au service de police qu'elle était partie chez son fils, Christian, chez qui elle avait passé la nuit. Je crois qu'on est face à un couple qui était en déliquescence. La passion du début avait fait place sans doute à de la monotonie. Face à ce contexte familial tendu, les enquêteurs décident d'effectuer des prélèvements sur les mains et les vêtements de tous les membres de la famille. On sait qu'une arme a été utilisée. Donc quand on fait un test balistique, il y a nécessairement des résidus de poudre qui doivent se trouver sur les vêtements ou sur les mains. Et donc c'est le moyen le plus sûr pour eux de vérifier si un des enfants est directement concerné. Et évidemment, il n'y a pas que les enfants. Il y a l'entourage immédiat, il y aura Françoise et il y aura Christian. Alors, le secret de ce meurtre se cache-t-il au sein de la famille? Les proches de Philippe ont-ils tout dit aux enquêteurs? Et que vont révéler les analyses effectuées sur les vêtements? Au commissariat de Liège, quelques jours après la mort de Philippe, les résultats de l'autopsie arrivent sur le bureau des enquêteurs. Les policiers découvrent alors avec stupeur que l'homme de 44 ans n'était pas dans son état normal lorsqu'il a été froidement abattu dans les toilettes. Philippe a 2,60 mg d'alcool dans le sang, ce qui est assez énorme. Il est sans doute à ce moment-là en état d'ivresse. Ce qui va évidemment faire penser que peut-être était-il moins sur ses gardes de tout ce qui peut se passer autour de lui. L'autopsie permet également de connaître l'heure précise du meurtre. Une information précieuse pour la suite de l'enquête. L'autopsie révèle en fait que le crime s'est déroulé aux alentours de 12h15, 12h20. À partir de cet élément, on va pouvoir interroger le voisinage pour voir si à cette heure-là, précisément, ils se souviennent de quelque chose. On va apprendre que l'on a vu Christian, son véhicule, sur les lieux du crime, vers midi. Mais ce n'est pas tout. L'étude de la téléphonie va également pointer du doigt le fils de Françoise. Le GSM de Christian va être repéré aux alentours de midi par un des pylônes qui se trouve justement dans le voisinage de la maison de Philippe. L'étau se resserre sur Christian. Les enquêteurs décident donc de s'intéresser de plus près au profil du jeune homme de 24 ans. Originaire de la région liégeoise, il a grandi dans un environnement hostile. Quand il va vivre avec son père et Françoise, il subira des sévices de la part de son père. Donc il a une enfance qui sera assez douloureuse. Et c'est ce qui va d'ailleurs amener Françoise à quitter son mari pour s'installer avec Christian. Christian développe alors un lien fusionnel avec sa mère. Mais depuis quelques mois, le jeune homme avait pris son indépendance suite à une rencontre amoureuse. Christian connaît une jeune fille, Camille, depuis peu. Très rapidement, elles se sont mis ensemble. Elle est tombée éperdument amoureuse de ce garçon. Et ils vivent ensemble, déjà à ce moment-là. En revanche, sur le plan professionnel, il peine à trouver la voie du succès. Christian a un parcours professionnel assez peu fourni. Il n'a pas de formation particulière, donc on est vraiment dans les petits boulots, on est dans une situation assez difficile, assez pauvre intellectuellement. Les divers employeurs de Christian vont être interrogés par les services de police. On va se rendre compte qu'on est face à un jeune homme serviable, ne paraissant pas particulièrement méchant, mais peu fiable.
Malgré les éléments qui pèsent contre lui, Christian ne semble pas avoir le profil d'un criminel. Alors les enquêteurs font-ils fausse route? Le jeune homme de 24 ans est-il lié à la mort de son beau-père? Et si c'est le cas, pourquoi s'en serait-il pris à lui? À la police de Liège, 2 mois après le meurtre de Philippe, les enquêteurs reçoivent enfin les résultats des analyses effectuées sur les vêtements des proches de la victime. Et ces derniers laissent peu de place au doute. Les enquêteurs constatent que les vêtements de Christian portent des traces de poudre. Donc ça veut dire que Christian s'est servi peu de temps auparavant d'une arme à feu. Le fils de Françoise est aussitôt arrêté et placé en garde à vue. Mais face aux policiers, le jeune homme de 24 ans ne lâche rien. Il n'a qu'un mot, il nie. Il ne reconnaît pas les faits. Il explique qu'il a bien été sur place. Il explique qu'il est allé chercher Marie pour aller nettoyer son nouvel appartement à Spa, qu'ils sont allés boire un verre, et ça s'arrête là. Mais les enquêteurs sont dubitatifs, car les éléments à charge s'accumulent contre le jeune homme. Christian est donc mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Et coup de théâtre, 10 jours après son inculpation, sa petite amie, Camille, se présente au commissariat. La compagne de Christian, qui à un moment décide de tout raconter aux enquêteurs, elle ne peut plus garder ce secret pour elle. Donc elle dit que c'est Christian qui a tué Philippe, mais qu'un peu tout le monde dans la famille était appliqué. Tout le monde voulait à un niveau ou à un autre la mort de Philippe pour des raisons différentes. Face à ce nouveau témoignage, Christian est de nouveau entendu le 21 septembre 2006. Sous la pression des forces de l'ordre, il avoue que c'est bien lui qui a abattu son beau-père. Une dette serait à l'origine du drame. Christian va expliquer qu'il a eu un conflit direct avec Philippe. Dans le cadre d'une course de voiture, il avait recueilli une somme d'environ 40 000 € et que cette somme, il l'avait remise à Philippe pour qu'il la gère parce que lui, il savait qu'il avait un caractère parfois un peu flambeur et que Christian souhaitait récupérer cette somme d'argent. Mais Philippe avait dépensé, donc il n'était plus possible pour lui de la récupérer. Mais rapidement, d'autres motivations apparaissent. Christian évoque même une décision familiale. Il va impliquer tout le monde, beaucoup de gens autour de lui, sa mère, en disant « mais j'ai été poussé par ma mère qui m'expliquait son mal de vivre avec Philippe, à quel point elle était malheureuse, à quel point il la rendait malheureuse. » C'est ce qu'il dit. Il va également expliquer que Marie, la propre fille de Philippe, se disait tellement malheureuse parce que celui-ci lui interdisait de voir son ami Patrick. Donc il fallait également agir de ce côté-là. Mais ce n'est pas tout. Patrick, le petit copain de Marie, aurait aussi souhaité se débarrasser de Philippe, car le père de famille n'acceptait pas la relation de sa fille avec cet homme, de 10 ans son aîné. Selon Christian, Patrick, le petit ami de Marie, la propre fille de Philippe, lui aurait proposé de l'argent pour l'éliminer, parce que Patrick voulait vivre son aventure amoureuse avec Marie, qui elle-même en voulait autant, sans être ennuyé par cet homme qu'il considérait être finalement la cause de son malheur, qui ne laissait pas se développer cet amour. Tout ce petit monde aurait donc échafaudé une stratégie pour éliminer Philippe. Et pour obtenir une arme, Christian se serait ensuite tourné vers un ami. Christian déclare en réalité qu'il l'a obtenu par un certain Lionel, qui est gérant d'une boîte de nuit qui est fréquentée par Philippe. C'est une arme de collection qui date de la Première Guerre mondiale. C'est une arme qui a été détenue par Lionel de par son grand-père depuis de nombreuses années, mais qui n'a jamais servi. Et Lionel, lui, va déclarer que quelque part, ça l'arrangerait bien que Philippe soit hors d'état de nuire dans son établissement parce qu'il le fréquentait
et qu'il provoquait souvent des bagarres. Le matin du drame, Christian aurait récupéré l'arme auprès de Lionel et l'aurait essayé dans un champ avec Patrick avant de prendre la route en direction de Pépinster. Christian arrive dans l'entourage de la maison de Philippe et, selon sa version, Marie va lui signaler « Tu peux venir, mon père est rentré ». À ce moment-là, Christian va donc se rendre dans le domicile de Philippe. Ils vont boire une bière ensemble. Et puis, Philippe se rend aux toilettes. Christian va se lever. Il va le suivre. Et il va lui tirer une balle dans la tête. Marie et Christian se seraient ensuite débarrassés de l'arme sur une prairie, avant que Françoise ne prévienne les secours. Sur les indications du jeune homme, les enquêteurs effectuent des recherches. Ils vont retrouver l'arme et l'expert en balistique, sur base de la balle qui a été retrouvée, sera formel pour dire que l'arme retrouvée est l'arme du crime. Maintenant qu'ils ont obtenu des aveux de la part de Christian, les enquêteurs doivent définir le rôle précis de chacun des protagonistes. Alors, comment s'expliqueront les différentes personnes mises en cause? Qui est réellement à l'origine de ce véritable complot de famille? Et à qui profite vraiment le crime? À Liège, après plusieurs mois d'instruction, les enquêteurs savent désormais que Christian est l'exécutant du meurtre de Philippe. Mais ils cherchent encore à comprendre ses motivations. Car visiblement, Christian n'était pas en conflit avec Philippe. Dans un premier temps, Christian explique ce qu'il a commis par le fait que Philippe lui devait une somme d'argent, environ 40 000 €. Par la suite, il va reconnaître que ce mobile ne tenait pas vraiment la route puisque c'était tiré d'un film qu'il avait vu quelques semaines auparavant. Suite aux déclarations de son fils, le 23 septembre 2006, Françoise est arrêtée et placée en garde à vue. Mais face aux policiers, la femme de 42 ans ne se démonte pas. Dans les explications qu'elle donnera finalement aux enquêteurs, Françoise, elle est claire. Elle savait qu'il allait le tuer, on en avait parlé. Elle ne l'avait pas demandé obligatoirement, mais elle n'a rien fait non plus pour l'en empêcher, clairement. Pourtant, l'étude de la téléphonie accable la mère de famille. La veille du meurtre, Françoise va envoyer un texto à son fils, à Christian. « C'est Phil ou moi, je t'aime, signé la vieille ». Ce texto-là de la veille du drame a été un point d'orgue qui a poussé Christian à commettre l'irréparable. L'étau se resserre autour de Françoise. Pour les forces de l'ordre, il n'y a plus aucun doute. La femme de la victime a joué un rôle prépondérant dans ce complot de famille. Je pense que la véritable cause de cet assassinat doit être cherchée du côté de Françoise. Je crois que Françoise a vraiment manipulé son fils pour que celui-ci passe à l'acte. Françoise ne veut plus vivre avec Philippe, et plutôt que de divorcer, tout simplement, parce qu'elle n'en a pas les moyens, elle va essayer de convaincre son fils de passer à l'acte. Elle va manipuler Christian en disant qu'il y a de la violence autour d'elle par rapport à Philippe. Et elle espère qu'avec ce discours déclencheur, chez Christian va naître l'envie de vengeance par rapport à une situation que lui-même avait vécue lorsqu'il était violenté par son père et lorsque sa mère aussi était battue par son père. À l'issue de sa garde à vue, Françoise est donc mise en examen pour complicité d'assassinat. Les policiers entendent ensuite Marie, la propre fille de Philippe, que Christian accuse également d'être à l'origine des fomentations contre le chauffeur routier. Sa version, c'est de dire qu'elle était au courant des intentions de Christian, mais qu'elle n'a pas cru qu'il était capable d'aller jusqu'au bout. Mais les enquêteurs sont dubitatifs, car la jeune fille de 17 ans semblait en vouloir à son père, et l'analyse de son téléphone
confirme qu'elle a joué un rôle clé dans cet assassinat. Marie vit avec Philippe, elle se plaint énormément auprès de son demi-frère Christian du manque de liberté que Philippe lui laisse et elle va effectivement attiser un peu la rancœur, la colère à l'égard de Philippe et c'est elle aussi qui, le jour des faits, va envoyer un SMS à Christian pour lui dire que Philippe est rentré et qu'il peut se présenter au domicile à ce moment-là. Confrontée à ces éléments, Marie reconnaît finalement avoir donné le signal à Christian le matin des faits. Mineure, elle sera jugée devant un tribunal de la jeunesse. Devant une telle machination familiale, les enquêteurs belges sont stupéfaits. C'est un complot de famille dans toute sa splendeur, avec énormément de protagonistes à différents niveaux, et chacun ayant participé, ayant apporté sa pierre à l'édifice quelque part, d'une certaine façon. Au total, 5 personnes sont renvoyées devant la cour d'assises. Christian, pour assassinat, Françoise, Patrick, Lionel et Camille, pour complicité d'assassinat. Alors, le procès à venir permettra-t-il de faire toute la lumière sur cette affaire? Établira-t-il le rôle précis de chacun? Et quelle sentence les jurés attribueront-ils aux 5 protagonistes? Le 22 février 2010, le procès de Christian, Françoise, Lionel, Patrick et Camille s'ouvre devant la cour d'assises de Liège. Presque 4 ans après la mort de Philippe, la tension est toujours palpable. Pour Grégory et Raphaël, les fils de la victime, ce procès est une nouvelle épreuve. L'ambiance le premier jour de cette cour d'assises est assez lourde évidemment pour les parties civiles qui retrouvent 4 ans après les faits les accusés dans le box. Il n'y a qu'un homme qui est actuellement sous mandat, sous les verrous, en prison, c'est Christian. Les autres comparaissent libres. Et donc les membres de cette famille peuvent fréquenter dans les couloirs les autres protagonistes de cette affaire. Face aux jurés, Christian tente de minimiser son rôle dans l'assassinat de son beau-père. Christian, sa stratégie dès le départ, c'est de dire « je suis le bras armé, mais je ne suis pas la tête pensante. Je n'ai fait qu'agir parce qu'on en a donné l'ordre, ou du moins qu'on a fait naître en moi cette obligation de tuer. » Pour comprendre comment le jeune homme a pu en arriver là, un expert psychiatre est appelé à la barre. Pour lui, les raisons du passage à l'acte du jeune homme résident dans sa relation avec sa mère. Christian a un lien très fort avec sa mère. Donc tout ce qui touche à sa mère, côté positif comme côté négatif, va faire l'effet boomerang chez lui. Mais lorsque Françoise prend la parole, elle minimise son rôle. Sa stratégie de défense est bien rodée. Françoise, sa stratégie, c'est de dire « je suis dépassé, je n'ai rien compris à ce qui s'était passé ». On a parlé effectivement de l'éliminer, mais je n'ai jamais pensé qu'un jour, on passerait des paroles aux actes. Patrick, Camille et Lionel expliquent quant à eux qu'ils étaient au courant du complot contre Philippe, mais qu'ils n'ont pas participé activement à son assassinat. Au terme de 10 jours de procès, Christian est condamné à 20 ans de réclusion criminelle et Françoise à 15 ans. Les 3 autres accusés sont acquittés. Un coup dur pour les parties civiles. Dans le verdict de culpabilité, ce qui les énervait le plus, c'était finalement cet acquittement de Lionel, l'homme qui a donné l'arme. L'homme sans qui, finalement, cet assassinat n'aurait pas pu avoir lieu. Marie, quant à elle, est jugée devant le tribunal de la jeunesse. La loi belge prévoit que les mineurs d'âge ne peuvent pas être condamnés à une peine d'emprisonnement. Donc, il n'y aura jamais de sanctions physiques contre elle. Elle aura effectivement des mesures d'accompagnement qui lui seront imposées, mais ce seront les seules restrictions qui lui seront réellement fatales. Et dans le cadre de ce dossier, c'est peut-être vis-à-vis d'elle
que la rancœur est la plus grande en ce qui concerne Grégory et Raphaël. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réelle sanction et pourtant, elle a bénéficié de l'héritage au même titre qu'eux. Aujourd'hui, à Pépinster, personne n'a oublié Philippe, cet homme qui aimait tant la vie. Grégory et Raphaël, ses deux fils, tentent tant bien que mal de se reconstruire suite à ce drame. Leur vie est harmonieuse et je pense que le but maintenant, c'est de tourner la page. Pour Grégory et Raphaël, Philippe restera toujours dans leur esprit. Ils ont encore le souvenir d'un père qui était aimant. Et lorsqu'on se rencontre avec Grégory à son domicile, on peut voir encore des photos de son père. Crime spécial complot de famille vous propose maintenant de découvrir l'effroyable histoire de Faiza, une mère de famille de 31 ans, morte étranglée avant d'être démembrée et brûlée. Voici cette affaire bouleversante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'effroyable destin de Faiza, une jeune mère de 31 ans. Le récit d'un crime sordide impliquant une famille entière et qui a bouleversé toute une ville. Je voyais ça défiler comme un film devant moi. J'étais là affalée, je comprenais rien, je voyais la police, tout ça. Je dis non, c'est un cauchemar, c'est pas la réalité. Nous sommes à Duny, en Seine-Saint-Denis. Située au nord de Paris, près de l'aéroport du Bourget, la commune compte plus de 10 000 habitants. Bordée par l'un des plus grands parcs de la région parisienne, le parc de la Courneuve, Duny offre un cadre de vie agréable à sa population. Duny est une ville de banlieue du 93, une ville assez tranquille, assez paisible. C'est pas une des villes où il y a énormément de délinquance dans le 93. Pourtant, le samedi 19 octobre 2013, la ville s'apprête à devenir le théâtre d'un drame retentissant. Comme tous les jours, Sue-Hélène contacte sa meilleure amie, Faiza, 31 ans. Comme je n'avais pas de nouvelles d'elle depuis vendredi, alors j'essayais de la rappeler samedi matin pour venir la rejoindre à Duny parce qu'on avait rendez-vous. Mais Faiza ne répond pas. Son portable semble éteint. Durant tout le week-end, Sue-Hélène essaie de joindre son amie, sans succès. Inquiète, elle décide alors de contacter les parents de la jeune femme, chez qui elle réside. Ils me disent qu'ils n'ont pas contact avec elle non plus et qu'ils ne l'ont pas vue non plus depuis vendredi. Là, ça commence à devenir un peu bizarre dans notre tête. On se pose des questions, on se dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Car cela n'est pas dans les habitudes de Faiza de s'absenter ainsi sans prévenir. Et le lundi 21 octobre 2013, après 3 jours sans nouvelles de la jeune femme, tout bascule. Sue-Hélène reçoit un appel de la mère de son amie. Elle me dit oui, mais il y a la police qui est venue chez moi, ils m'ont demandé la carte d'identité à Fayot, ils m'ont demandé les pièces de Faiza, j'ai pas compris pourquoi, et ils sont venus, ils ont regardé dans la maison. Dès le lendemain, Sue-Hélène se rend dans le quartier de son amie pour essayer d'en savoir plus. Elle voit alors des policiers entrer dans l'immeuble du compagnon de Faiza, que nous appellerons Pascal, et qui vit chez ses parents. Affolée, la jeune femme contacte aussitôt la sœur de Pascal, que nous appellerons Stéphanie.
Je lui demande que se passe-t-il justement parce que je vois la police qui va dans le bâtiment de ses parents. Elle me dit de bout en blanc, ta copine elle est morte. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement? Comment est morte Faiza? S'agit-il d'un acte criminel? Au commissariat de Bobigny, la veille de la terrible révélation de Stéphanie Assouélène, les policiers reçoivent un appel d'un homme qui leur fait une épouvantable confidence. Selon lui, Faiza aurait été tuée durant le week-end au domicile de son petit ami Pascal. Le lendemain matin, les enquêteurs se rendent donc sur les lieux. Il tombe sur une cage d'escalier qui est plutôt sale et pas nettoyée. En revanche, lorsqu'ils arrivent sur le palier et dans l'appartement, aucun élément ne leur permet d'imaginer qu'il y a eu une scène de crime à cet endroit. L'appartement est propre. Ils sont particulièrement marqués par l'odeur de javel qui émane de l'appartement et par la propreté des parties communes devant l'appartement. Pour mettre à jour une éventuelle scène de crime, les policiers décident d'utiliser le Blue Star, un révélateur de sang. Ils se rendent compte, en passant le Blue Star, qu'il y a eu beaucoup de sang dans cet appartement, qu'il y a eu du sang dans la chambre de Pascal, dans la salle de bain, et également une longue traînée de sang dans le couloir, ainsi que dans l'entrée de l'appartement. Les enquêteurs ont désormais la certitude qu'un drame s'est déroulé dans cet appartement. Mais un élément les intrigue. Évidemment, après la découverte du sang, la police scientifique recherche un corps qu'ils ne trouvent pas dans l'appartement. Et ils s'interrogent sur le fait de savoir où est passé le corps de Faiza. Pascal, le compagnon de la jeune femme qui se trouve sur place, est immédiatement placé en garde à vue. Dans le quartier, l'intervention des policiers ne passe pas inaperçue. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Marilyn, une amie de Faiza, se souvient. Et tout le monde était en pleurs. On criait, on pleurait. On ne voulait même pas imaginer que c'était ça qui est passé sur notre petite ville à Duny. On s'est dit que c'est pas possible. Car la jeune femme de 31 ans est appréciée de tous. C'était une femme très active, elle aidait, elle se manifestait, elle était respectueuse. C'était une fille qui avait du caractère, c'était une fille très serviable, c'était une fille aimante, donnante, qui avait du cœur. Issue d'une famille modeste et cinquième d'une fratrie de 11 enfants, Faiza a grandi à Duny. Mère d'un garçon de 9 ans, elle lui consacre la plupart de son temps. Faiza était revenue chez ses parents donc à la suite de sa rupture avec le père de son fils. Elle cherchait à se stabiliser d'un point de vue professionnel et là elle avait trouvé un emploi. Elle souhaitait chercher un appartement pour pouvoir s'installer avec son fils et bien évidemment quitter le domicile familial. Volontaire, la jeune mère de famille fait des extras le week-end dans un restaurant. Et depuis 1 an, elle fréquente Pascal, un intérimaire de 40 ans, qu'elle a rencontré par le biais de sa sœur, Stéphanie. Tout se passait pour le mieux pour chacun d'entre eux. Lorsqu'elle n'avait pas la garde de son fils, elle avait l'habitude effectivement de dormir au domicile de Pascal. Alors, les choses ont-elles mal tourné entre les deux amants? Comment s'expliquera le compagnon de Faiza face aux policiers? Et surtout, où se trouve le corps de la jeune femme? Au commissariat de Bobigny, après la découverte d'importantes traces de sang à son domicile, Pascal est auditionné. Il explique que ses parents sont partis en vacances et que sa compagne, Faiza, est venue le rejoindre vendredi soir après son travail.
Il précise qu'ils ont passé la soirée ensemble, qu'ils ont passé la nuit ensemble, que lorsqu'il se lève le matin pour se rendre à son travail, il laisse Faiza endormie dans son lit. Il doit être à peu près 6h, 6h30 du matin. L'homme de 40 ans ajoute que lorsqu'il est rentré du travail aux alentours de midi, Faiza n'était plus dans l'appartement. Il aurait ensuite passé l'après-midi en compagnie de son frère, Frédéric, 27 ans, qui vit lui aussi chez ses parents. Le lendemain, le dimanche matin, Pascal retourne à son travail et là, il reçoit un appel de son frère Frédéric lui indiquant qu'il avait besoin de lui parler de manière urgente et qu'il devait rentrer. Il rentre donc à son domicile et Frédéric lui annonce qu'il a tué Faiza. Pascal quitte alors l'appartement et se confie à un ami qui alertera la police le lendemain. Devant de telles déclarations, les enquêteurs sont stupéfaits et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car au même moment, les deux sœurs de Pascal se présentent au commissariat. Stéphanie, 41 ans, est la première à être entendue. Elle indique que son frère Frédéric lui a téléphoné dans la matinée de dimanche pour lui indiquer qu'il avait étranglé Faiza. Stéphanie se précipite alors au domicile familial et constate que le corps sans vie de Faiza se trouve sous une couverture. Horrifiée, elle contacte aussitôt sa grande sœur, que nous appellerons Nathalie. Sur le chemin, croisant son ex-concubin, elle l'emmènera avec lui dans l'appartement de ses parents. Ils seront donc au nombre de 4 en attendant l'arrivée de Pascal. Les sœurs relatent que leur frère, Pascal, se serait effondré en larmes en arrivant. Nathalie et Stéphanie ont indiqué que seul Pascal souhaitait avertir les services de police, mais l'ensemble de la famille, du reste de la famille, lui a indiqué qu'il ne fallait absolument pas les prévenir. Elle confirme que Pascal a quitté les lieux et qu'elles l'ont suivi quelques minutes après. Frédéric est donc resté seul avec son ex-beau-frère, que nous appellerons Bertrand. Suite à leur déclaration, Stéphanie et Nathalie sont placées en garde à vue. Pendant que leurs auditions se poursuivent, les amis de Faiza décident de se lancer à sa recherche. On s'est tous regardés, on a dit un parc derrière nous. Ils n'ont pas de voiture. On s'est dit peut-être elle est dans le parc. Mais moi, personnellement, avec l'idée qu'elle était vivante. Par petits groupes, ils arpentent alors le parc de la Courneuve jusqu'au moment où un voisin fait une épouvantable découverte. J'entends le voisin commencer à crier « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Oh, c'est pas bien ce qu'ils lui ont fait !» Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je commence à courir pour aller le voir. Et de là, il y a un ami à nous. Il m'attrape, il me dit « Non, 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 Sou, tu vas pas là-haut. » Je dis « Si, je vais aller voir ma copine. » Il me dit « Non, tu vas pas là-haut. » Ils alertent alors les forces de l'ordre qui se précipitent sur les lieux. On découvre une partie du corps démembré de Faiza et carbonisé dans des sacs et une valise. Les policiers ne sont pas en mesure d'identifier formellement le corps de Faiza. En revanche, certains éléments laissent à penser que c'est elle, puisqu'on retrouve des vêtements et notamment le pantalon qu'elle portait et une bague. En apprenant la nouvelle, Sue-Hélène est en état de choc. Je voyais ça défiler comme un film devant moi. J'étais là affalée, je comprenais rien. Je voyais la police, tout ça. Je dis non, c'est un cauchemar, c'est pas la réalité. Alors, comment Frédéric et Bertrand se sont-ils débarrassés du corps de la jeune mère de famille? Que déclareront-ils aux enquêteurs? Et surtout, pourquoi le jeune frère de Pascal a-t-il tué Faiza? À l'hôtel de police de Bobigny,
Après la découverte du corps de Faiza, les enquêteurs cherchent à comprendre le degré d'implication de chaque membre de la famille. C'est alors que Frédéric et Bertrand se présentent d'eux-mêmes au commissariat. Une fois arrivé au service de police, Frédéric immédiatement avouait avoir tué Faiza. Bertrand indique aussi très précisément ce qui s'est passé, son intervention et le fait qu'il ait aidé Frédéric à démembrer le corps de Faiza, mais qu'il n'a pas participé à son meurtre. Les deux hommes sont aussitôt placés en garde à vue et les policiers décident de s'intéresser de plus près à leur profil. Frédéric, 27 ans, est le dernier de la fratrie de 4 enfants. Il vit toujours au domicile de ses parents, il travaille en intérim comme l'ensemble de sa famille, comme le reste de sa famille, et on a quelqu'un de très renfermé, qui n'a pas beaucoup d'amis et qui passe son temps libre à rester dans l'appartement familial. Quant à Bertrand, 42 ans, il est l'ex-beau-frère de Frédéric et Pascal. Lorsque Bertrand rencontre Nathalie, il a eu un parcours de vie assez chaotique, il a commis quelques délits. Cela étant dit, dans cette famille-là, c'est celui qui travaille le plus dans l'événementiel. Bertrand, c'est quelqu'un qui a des fragilités et qui a une appétence pour la drogue et surtout l'alcool. On remontait à l'appartement, récupérait des affaires et également nettoyer de manière assez rapide l'appartement. Et ensuite, ils se sont rendus au domicile de l'une des sœurs. Informés de l'intention de Pascal de tout révéler à la police, Bertrand et Frédéric demandent de l'argent à Stéphanie pour s'acheter des billets de train et partir en Normandie, où réside le père de Bertrand. Stéphanie retourne à l'appartement le lendemain et avec d'autres membres de la famille et nettoie l'appartement en nettoyant notamment les sols et en faisant tourner des machines. Suite à ces déclarations, Frédéric est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Bertrand, lui, est mis en examen pour recel de cadavres et dissimulation de malfaiteurs, ainsi que pour destruction ou modification des preuves d'un crime, tout comme les 5 membres de la famille. Alors, les explications de Frédéric sont-elles crédibles? Faiza a-t-elle réellement provoqué le jeune homme? Et surtout, pourquoi a-t-il réagi aussi violemment? À Duny, le 29 octobre 2013, 10 jours après la mort de Faiza, la ville est toujours sous le choc. Les amis de la jeune femme décident alors d'organiser une marche blanche en son honneur. On ne pouvait pas la laisser partir comme ça. Déjà, ça a été fait salement. Prendre sa vie comme ça gratuit, on devait faire ça pour elle en fin de compte. Plus de 800 personnes se réunissent pour rendre hommage à la jeune mère de famille. L'émotion est à son comble. Ça nous a réconfortés dans ce qu'on savait déjà, que c'était une fille aimée par tout le monde, justement. Ça nous a réconfortés, ça nous a donné la force de continuer à se battre pour elle, quoi. Parce qu'elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Pendant ce temps, au centre pénitentiaire où il est détenu, Frédéric est soumis à une expertise psychologique afin de chercher à comprendre ce qui l'a poussé à tuer Faiza. Elle se serait moquée de la taille de son sexe. Au fond, c'est comme si lui avait dit si tu ne veux pas répondre à mes tentatives de séduction, c'est que tu es quelqu'un de défaillant sexuellement. Des déclarations incompréhensibles pour les proches de Faiza, qui décrivent une jeune femme pudique et réservée sur ses sentiments. Un tempérament d'ailleurs confirmé par certains des accusés.
Bertrand indique que Faiza n'avait pas d'attirance particulière pour Frédéric, du moins qu'il ne l'a jamais vu avoir une attirance pour Frédéric. Il indique également que pour lui, Frédéric est une personne relativement asexuée. On ne lui connaît que très peu de relations, voire pas du tout. En analysant l'ordinateur de Frédéric, les enquêteurs découvrent alors que le jeune homme cache un lourd secret, ignoré de tous, même de sa famille. Le vendredi soir, Frédéric a tenté de rentrer en relation par messagerie et par téléphone, SMS, avec de jeunes hommes qui n'ont pas donné suite et qui n'ont pas voulu le rencontrer. Le jeune frère de Pascal serait donc attiré par les garçons et peinerait à s'épanouir dans sa vie amoureuse. On peut imaginer que Frédéric, qui lui, de son côté, a cherché à avoir des relations sexuelles la veille du meurtre de Faiza, a été particulièrement frustré. Et de savoir que Faiza était dans l'appartement avec son frère, effectivement, a pu déclencher chez lui quelque chose. Frédéric est réinterrogé et confronté à ces nouvelles découvertes. S'il n'assume pas sa sexualité, il confie en revanche que Faiza l'aurait qualifié d'homosexuel, ce qui aurait déclenché sa folie meurtrière. C'est la phrase qui vient, en quelque sorte, creuser la faille du sujet. C'est les mots qu'il ne fallait pas dire à cette personne-là, à ce moment-là. Alors, Frédéric donnera-t-il plus d'explications lors du procès? Comment se comporteront les autres membres de la famille face à leurs responsabilités? Les parties civiles auront-elles toutes les réponses à leurs questions? Le 22 juin 2017, 3 ans et demi après le meurtre de Faiza, les 5 mis en cause, Frédéric, Bertrand, Pascal, Nathalie et Stéphanie, comparaissent devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Les amis et voisins de la jeune femme sont venus nombreux pour soutenir sa famille. Ce qui est d'un peu étonnant peut-être dans ce procès, c'est que vous avez sur les bancs des parties civiles une fratrie très importante, très solidaire de Faiza. Et en face, vous avez pratiquement toute une famille accusée d'avoir commis soit des crimes, soit des délits. La situation est d'autant plus tendue que tous se connaissent et vivent dans le même quartier. Et cela ne va pas s'arranger, car la défense n'hésite pas à égratigner l'image de la victime. Le procès s'est déroulé dans une ambiance particulièrement éprouvante pour les membres de la famille, parce que des choses ont été dites sur Faiza particulièrement désagréables. En effet, Frédéric maintient qu'il a refusé les avances de la jeune mère de famille et ses avocats la dépeignent comme provocatrice. Ça nous a choqués parce qu'on ne la connaissait pas comme eux, ils l'ont décrit justement. On ne la connaissait pas en tant que fille facile, en tant que, comme on dit, exhibitionniste presque. Non, c'était pas Faiza, ça nous a choqués. Interrogé sur sa vie intime, Frédéric finit tout de même par reconnaître qu'il n'a pas supporté que Faiza découvre son homosexualité. Il aura beaucoup de difficultés à l'avouer devant son père, devant sa mère, devant ses frères et sœurs. Et on voit vraiment, lorsqu'il prend la parole, de son impossibilité à assumer cette sexualité dans cette famille-là. Après 7 jours d'une audience sous haute tension, le verdict tombe. Frédéric est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, la peine maximale encourue. Bertrand, lui, écope de 3 ans d'emprisonnement pour l'avoir aidé à se débarrasser du corps. Et Stéphanie est condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour avoir nettoyé l'appartement. Quant à Pascal et Nathalie, qui n'ont pas dénoncé le crime, ils sont acquittés. On considère que lorsque des liens familiaux étroits unissent deux personnes, il est légitime
que ces personnes-là protègent leurs frères, sœurs, fils ou filles. C'est la raison pour laquelle la solidarité familiale prime sur l'infraction. Pour les proches de Faiza, cette décision a un goût amer. On n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. Le pourquoi de la chose, on n'est toujours pas au courant, on n'est toujours pas satisfait par rapport à ce jugement. Aujourd'hui, le fils de Faiza qui vit désormais chez ses grands-parents essaie tant bien que mal de se reconstruire en l'absence de sa mère. À Duny, la famille et les amis de la jeune femme tentent eux aussi d'aller de l'avant. Mais Faiza restera à jamais dans leur mémoire. On n'arrive toujours pas à faire le deuil de tout ça. Je ne crois pas qu'on y arrivera un jour. Mais toujours cette peine. Toujours, je repense tous les jours à elle, tous les jours à ce procès, tous les jours à eux. Savoir comment ils font pour continuer à vivre. Crime spécial complot de famille vous raconte à présent l'histoire de Christophe, un père de famille de 48 ans, exécuté d'une balle dans la tête devant son domicile. Un document inédit pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Christophe, un chef d'entreprise de 48 ans, retrouvé mort à l'entrée de son domicile. Un drame mêlant jalousie et appât du gain qui va détruire une famille à tout jamais. Il y a une phrase qui est ressortie, qui est assez marquante quand même, qui est empreinte d'une certaine haine à son égard. Elle dit « j'aurai sa peau et son fric avec ». Nous sommes à Rognonas, dans les Bouches-du-Rhône. Limitrophe d'Avignon, ce petit bourg de 4000 habitants est implanté sur la rive gauche de la Durance. Il jouit d'une position géographique idéale pour découvrir les joyaux de la Provence, de la Camargue au Luberon, en passant par les Alpilles. C'est une sorte de ville dortoir, on va dire, à dominante agricole, où beaucoup de gens soit sont agriculteurs, soit souvent travaillent dans la ville d'Avignon voisine. C'est un village où il fait assez bon vivre. Pourtant, le 24 novembre 2010, une famille s'apprête à plonger dans l'horreur. Il est 7 h du matin lorsque Christopher, 25 ans, part travailler. Christopher, alors qu'il avait pour habitude de se rendre sur son travail quelques minutes après son père, il est interpellé par un véhicule qui avait encore les feux allumés et la porte conducteur qui était ouverte. Il s'agit du 4x4 de son père, Christophe, 48 ans. Celui-ci bloque la sortie de la propriété. Le jeune homme s'avance alors pour voir ce qu'il se passe. Au fur et à mesure qu'il s'approche, il distingue au milieu du chemin, allongé sur le ventre, le corps de son père. Christophe gît sur le sol, il y a une énorme flaque de sang et il a un trou à l'arrière du crâne. Horrifié, Christopher court prévenir sa mère, Roselyne, et son demi-frère, Romuald, encore endormi dans la maison. Roselyne prend alors le pouls de son mari, mais ne constate aucune réaction. Ils appellent donc les secours. Rapidement, les secours, en arrivant sur place, comprennent qu'il n'y a plus rien à faire. Malheureusement, vu l'importance de la blessure, Christophe a certainement été tué sur le coup. Alors, que s'est-il passé sur le chemin de cette maison? Qui a tué Christophe? Et pourquoi s'en être pris à ce père de famille?
À Rognonas, après la découverte du corps de Christophe, les techniciens en identification criminelle procèdent aux premières constatations sur la scène de crime. Christophe a été abattu donc, de dos déjà, avec une arme, donc on lui dit une arme de chasse, un calibre 12. Le tireur a été placé quasiment à bout portant. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a eu qu'un tir et que ça a suffi pour mettre fin à ses jours. Aucune marque de lutte n'est relevée. Le tueur semble avoir pris la victime par surprise. Et en inspectant les alentours, les gendarmes trouvent plusieurs éléments, laissant penser que celui-ci attendait Christophe. Au bord du chemin, il y avait une grande haie de cyprès donc, qui bordait la route. Et bon, c'était le seul endroit où justement le tueur pouvait se cacher, hein, ne pouvait pas être vu de Christophe quand celui-ci est arrivé avec son 4x4. Donc ils ont regardé, ils ont fouillé un petit peu, et puis là ils ont trouvé des petits mégots de cigarettes, quoi. Donc il n'avait rien à faire là, hein, et qui semblaient plutôt, on va dire, frais. Les mégots de cigarettes sont saisis, ainsi qu'un papier avec le nom et l'adresse de la victime. Des indices qui mettent les enquêteurs sur la piste d'un guet-apens. D'autant plus que Christopher, le fils de la victime, leur fait part d'un fait inhabituel. La barrière à l'entrée de la propriété est fermée. La barrière trouble immédiatement toutes les personnes qui sont là, puisque cette barrière n'a strictement jamais été fermée jusqu'à présent, et que la relation entre la fermeture de cette barrière, qui a nécessairement imposé à Christophe l'obligation en quelque sorte de descendre du véhicule, et là, tout de suite on comprend qu'il peut y avoir une relation de cause à effet. La police scientifique examine donc attentivement cette fameuse barrière et isole un ADN qui pourrait appartenir au tueur. Pour les gendarmes, le scénario se précise. On peut déduire que ce crime a été préparé puisque la personne connaissait sans doute les habitudes de Christophe, notamment ses horaires de travail. Une enquête pour assassinat est donc ouverte. Pour en savoir plus, les gendarmes commencent par interroger les voisins. Ces derniers affirment avoir entendu une détonation entre 6h et 6h30. Et certains ont remarqué une moto suspecte stationnée non loin du domicile de Christophe. Pour savoir qui aurait pu en vouloir au père de famille, les enquêteurs se penchent alors sur son profil. Âgé de 48 ans, il est le patron d'une menuiserie florissante près d'Avignon. Un gros bosseur, chef d'entreprise très occupé par son activité professionnelle, et aussi décrit comme quelqu'un de profondément gentil, humain, unanimement salué comme quelqu'un d'agréable, sans histoire, très généreux. Originaire de la Sarthe, il rencontre Roselyne, de 9 ans son aînée, en 1982. Entre eux, c'est le coup de foudre et ils décident rapidement de se marier. Roselyne a déjà 2 enfants d'une précédente union, Arnaud et Romuald. Et 1 an plus tard, la famille s'agrandit avec la naissance d'un 3e garçon, Christopher. Roselyne continue à travailler pendant plusieurs années, elle exerce son métier d'infirmière, elle travaille de nuit, elle travaille le week-end, et c'est elle qui clairement, comme on dit, fait bouillir la marmite. Et puis, il va avoir une opportunité professionnelle dans le sud de la France. Cette opportunité va amener Roselyne à quitter son travail. Le couple s'installe alors à Rognonas, dans les Bouches-du-Rhône, avec Romuald et Christopher. Arnaud, lui, reste en Normandie. Dès lors, la famille semble couler des jours heureux et dispose d'une situation financière confortable. C'est un couple qui vivait relativement bien. Le couple avait 3 biens immobiliers. Et puis surtout, Roselyne avait elle-même 3 autres biens immobiliers en propre qui lui appartenaient et dont 2 étaient loués. Et puis Christophe gagnait relativement bien sa vie. Alors, qui a abattu ce père de famille sans histoire? S'agit-il d'une affaire personnelle ou d'un crime crapuleux? L'ADN, retrouvé sur la barrière, parlera-t-il?
À la gendarmerie de Graveson, pour comprendre qui aurait bien pu en vouloir à Christophe, les proches de la victime sont auditionnés. À commencer par son épouse, Roselyne. Elle indique alors aux enquêteurs que le meurtre de son mari pourrait être lié à son activité professionnelle. Qu'elle avait retrouvé à plusieurs reprises des enveloppes à la maison avec des espèces, qu'il avait sans doute des ennemis qui auraient pu lui en vouloir. Les gendarmes examinent alors à la loupe les comptes de l'entreprise de Christophe et ils auditionnent l'ensemble de ses collaborateurs. Mais ils ne relèvent rien de suspect. Les enquêteurs, eux, déjà ne croient pas à cette thèse professionnelle. Et ce qu'ils trouvent surprenant, c'est que justement, Roselyne, elle, les oriente vers cette théorie-là. Donc ils vont s'intéresser à une autre piste, qui est la piste familiale, ou dirons-nous peut-être plutôt la piste sentimentale, la piste du couple. Et pour cause, 3 mois avant le drame, Christophe a fait part à ses proches de son souhait de divorcer. Cette annonce va être faite à l'occasion d'une fête de famille, j'allais dire à l'occasion d'un moment de joie. Il s'agissait là d'un mariage. Et à l'occasion d'un mariage d'un proche, cette nouvelle va être diffusée, alors que Roselyne pensait en avoir la primeur et ne pensait pas qu'elle aurait à répondre aux questions, pourquoi pas aux moqueries. Et cela a été un élément, encore une fois, extrêmement douloureux pour elle. Et si Christophe souhaite quitter Roselyne, c'est parce qu'il en aime une autre. Depuis 6 mois, il a renoué avec son amour de jeunesse, que nous appellerons Anne-Laure. Les 2 tourtereaux avaient même prévu d'emménager ensemble, quelques jours après le drame. C'était un homme qui était régulièrement humilié, qui n'avait plus de relations, qui n'avait plus sa place au sein du foyer. Et son seul refuge, finalement, ou plutôt ses 2 seuls refuges, devait être son entreprise, mais également Anne-Laure, qui était devenue, je dirais, la femme qui le faisait vivre, qui le faisait plus exactement revivre. Entendue par les enquêteurs, Anne-Laure déclare que Roselyne faisait vivre un véritable enfer à son mari. Christophe lui avait confié justement qu'il ne se sentait pas en sécurité chez lui. Il rentrait jamais à la même heure chez lui. Il était persuadé que Roselyne allait le faire tuer ou allait le tuer. Il ne mangeait même pas ce qu'elle lui préparait le soir parce qu'il avait peur d'être empoisonné. Plus troublant encore, en inspectant les comptes bancaires de Roselyne, les gendarmes constatent des mouvements inhabituels. Les enquêteurs vont découvrir des opérations financières suspectes datant de quelques jours seulement avant la mort de Christophe, puisque quelques jours avant, elle a vidé un plan épargne-logement d'un montant de près de 30 000 €. Donc elle a vidé et puis elle s'était également renseignée sur les assurances décès, sur divers sites internet la veille de la mort de Christophe. Alors, Roselyne en voulait-elle à son mari au point de le tuer? Et si c'est le cas, a-t-elle agi par jalousie ou par appât du gain? Les enquêteurs parviendront-ils à relier la mère de famille au meurtre? À la gendarmerie de Graveson, Roselyne fait désormais figure de principale suspecte dans la mort de son mari, Christophe. Les enquêteurs décident donc de s'intéresser de plus près à la personnalité de cette femme de 57 ans. Infirmière à la retraite, elle est décrite comme tenace et travailleuse, mais aussi très attachée à ses économies. Quand ils ont emménagé dans le sud, Christophe a lancé son entreprise. Il n'aurait pas pu le faire sans elle, sans doute, parce qu'elle a apporté un soutien financier important. Elle a beaucoup œuvré pour l'édification de leur masse à Rognona. Elle semblait penser que le patrimoine, finalement, c'était elle et personne d'autre, et que tout cet argent, c'était le sien. En divorçant, celle qui a tout quitté pour son mari aurait eu peur de perdre son niveau de vie. Des proches rapportent que Roselyne a alors tenu des propos troublants. Il y a une phrase qui est ressortie, qui est assez marquante quand même, qui est empreinte d'une certaine haine à son égard. Elle dit « j'aurai sa peau et son fric avec ».
D'ailleurs, à la mort de son mari, la veuve n'a pas tardé à s'intéresser de près à son patrimoine. Roselyne a demandé une somme colossale pour le rachat des parts sociales que détenait Christophe avant sa mort. Elle a aussi très rapidement encaissé l'argent de l'assurance vie, 188 000 €. D'autant plus que le 2 décembre 2010, lors des obsèques de Christophe, Roselyne surprend par son comportement. Je me rappelle de cette scène au moment où le corps rentre, enfin le cercueil plutôt rentre dans l'église, et puis vous avez d'un côté Roselyne avec le curé qui a officié la cérémonie, et de l'autre côté tous les autres. Elle avait une écharpe sur le visage, des lunettes noires. Je me rappelle qu'elle n'a pas pleuré. Voilà, à la cérémonie, elle est restée très froide. Mais les résultats des analyses, effectués sur l'ADN prélevé sur la barrière, viennent de tomber. Et ils sont formels. On va constater qu'il s'agissait d'un ADN masculin, ce qui donc aurait permis d'évincer la piste de l'épouse. Les enquêteurs se demandent alors si le tireur ne ferait pas partie de son entourage. Et en épluchant les relevés téléphoniques de la mère de famille, ils constatent que depuis l'annonce du divorce, elle est en contact permanent avec son fils, Arnaud, 32 ans. Ce dernier est resté vivre en Normandie car il ne s'entendait pas avec son beau-père. Il a, du temps où il était petit, été évacué du cocon familial. On a des témoins qui nous expliquent qu'en guise d'éducation, il avait droit à des fessées aux orties et à loge à cochon. Il a eu une enfance particulièrement marquée de carences affectives. Les gendarmes dirigent alors leurs soupçons sur l'homme de 33 ans qui aurait pu vouloir se venger de son beau-père. Les enquêteurs vont retrouver sur la barrière un ADN qui ne correspond pas à celui d'Arnaud. Les premiers éléments d'enquête vont permettre d'établir qu'il était au moment du crime en Normandie. À partir de là, c'est énigmatique. Les enquêteurs comprennent que Arnaud n'est pas le tueur. Pour les enquêteurs, c'est une nouvelle déception. Mais sentant qu'ils tiennent une piste, ils décident de poursuivre leurs investigations. Les gendarmes n'écartent pas totalement la piste d'Arnaud, ils la mettent simplement de côté afin qu'ils puissent continuer leur diligence et notamment éplucher l'ensemble des fallettes et des contacts téléphoniques d'Arnaud. Ils s'aperçoivent alors qu'Arnaud a de nombreux échanges avec un certain Kevin. Et ils remarquent un élément troublant. Et les enquêteurs vont constater que très peu de temps avant cet assassinat, eh bien, les téléphones de l'un comme le téléphone de l'autre vont être sous silence. Donc l'idée que ce soit là une précaution, bien nécessairement, attire l'attention des investigateurs. Alors, pourquoi Arnaud et Kevin ont-ils éteint leur téléphone au moment des faits? Sont-ils liés à l'assassinat de Christophe? Et pourquoi aurait-il exécuté le père de famille? À Graveson, les gendarmes cherchent à en savoir plus sur ce fameux Kevin. Âgé de 25 ans, il n'est pas inconnu des services de police. Il y avait quelques antécédents quand même judiciaires. Il avait été incarcéré pendant 2 ans pour des faits à connotation sexuelle. Depuis, il s'est installé à Nogent-le-Rotrou, en Normandie, non loin du domicile d'Arnaud. Kevin ne fait pas grand-chose de son quotidien en Normandie. Il bricole, il travaille, il ferraille, mais c'est quelqu'un qui rencontre d'importantes difficultés sur le plan financier et puis surtout qui boit très régulièrement avec Arnaud, notamment son compagnon de beuverie. Les deux jeunes hommes sont inséparables. Kevin considère Arnaud de 7 ans, son aîné, comme son grand frère. Une relation qui intrigue les enquêteurs. D'autant plus qu'en épluchant les relevés bancaires de Kevin,
ils font une découverte accablante pour le jeune homme. Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'ils n'étaient pas en Normandie au moment du crime, puisqu'on retrouve la trace du règlement d'un café à 1 € et quelques, par carte bleue, dans un endroit qui se situe à proximité du lieu du crime, dans l'heure qui suit le crime. L'étau se resserre sur Kevin. Son ADN est alors comparé à celui retrouvé sur la barrière. Et ça match. En octobre 2011, presque 1 an après la mort de Christophe, le jeune homme de 25 ans est donc placé en garde à vue à la gendarmerie de Graveson. Face à l'insistance des gendarmes, au fil des auditions, Kevin va finalement passer aux aveux, en tout cas aux aveux partiels, puisqu'il va expliquer que c'est Roselyne qui en réalité l'avait mandaté. Il a perçu 15 000 € juste pour effectuer un aller-retour depuis la Normandie pour fermer une barrière. Les enquêteurs sont dubitatifs et ils décident de confronter Roselyne aux déclarations du jeune homme. La mère de famille explique avoir rencontré Kevin à plusieurs reprises lors de visites en Normandie chez son fils Arnaud. Mais ce n'est pas tout. Roselyne va indiquer aux gendarmes qu'elle a peut-être simplement dit qu'elle voulait éliminer Christophe, mais sans donner plus de détails et ni plus d'explications sur la manière dont cela devait se dérouler. Kevin et Roselyne sont alors mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat et placés en détention provisoire. Mais pour les gendarmes, il reste à déterminer l'implication de chacun dans l'assassinat de Christophe et surtout le rôle joué par Arnaud. Ce dernier est donc mis sur écoute et cela va finir par payer. Le 22 janvier 2012, il appelle Kevin, alors incarcéré. Et les enquêteurs retranscrivent une conversation qui dure 28 minutes, où tout est dit et où on a la distribution des rôles. Ta mère, la commanditrice, moi le tueur et toi à l'interface entre le commanditaire et le tueur. Arnaud est alors mis en examen pour complicité d'assassinat. Quant à Kevin, il revient sur sa déposition et avoue être l'auteur du coup de fusil. Après plus de 2 ans d'enquête, les gendarmes tiennent enfin le scénario du crime. Tout commence lorsque Christophe annonce qu'il souhaite divorcer. Roselyne cherche alors du réconfort auprès de son fils, Arnaud. C'est celui qui a la plus grande distance, non seulement géographique, mais surtout affective, avec celui qui, à l'époque, est justement l'objet de ces grandes souffrances. Roselyne va le harceler téléphoniquement et il va être sous la pression, sous le feu émotionnel de sa mère. Elle lui explique qu'elle dort avec un couteau sous l'oreiller. Elle lui montre un SMS au terme duquel il lui aurait dit qu'il allait la buter. Et Arnaud, lui, qui est exilé géographiquement, qui n'a pas les moyens, la capacité de contrôle, est absolument convaincu que sa mère est en danger. Face au désarroi de son ami, Kevin accepte de tuer Christophe contre 15 000 €. Arnaud lui remet alors un croquis de la propriété de son beau-père pour lui indiquer où se positionner pour le piéger. Le 22 novembre 2010, Kevin passe à l'action. Il achète un fusil de chasse et prend la route pour le sud de la France. Il a utilisé un fourgon pour descendre depuis la Normandie jusqu'à Martigues, lieu où il a acheté une moto, un 2 roues, qu'il a chargé dans le fourgon pour se rendre à Rognona. Simplement, il ne voulait pas que le fourgon soit reconnaissable par d'éventuels voisins. Kevin gare ensuite sa moto à quelques mètres du domicile de Christophe. Il met ses gants et ferme la barrière. Il s'est positionné en amont de l'entrée du mât familial. Il a attendu, il a patienté jusqu'à ce que Christophe parte à son travail. La barrière était baissée, ce qui n'était pas le cas habituellement. La victime a dû sortir de son 4x4 pour soulever cette barrière afin de partir.
C'est à ce moment-là que le tireur s'est approché et l'a tué d'une balle en pleine tête. Alors, lors du procès à venir, Roselyne passera-t-elle aux aveux? Les parties civiles obtiendront-elles les réponses qu'elles attendent? Et quelle peine les jurés décideront-ils d'infliger aux 3 protagonistes? Le 18 mai 2015, plus de 4 ans après les faits, le procès de Roselyne, Arnaud et Kevin s'ouvre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Le trio comparaît pour assassinat et complicité d'assassinat. Ils risquent la prison à perpétuité. L'ambiance est électrique parce que c'est une histoire familiale. Et des deux côtés de la barre, il y a quand même une famille déchirée. Dès le premier jour de l'audience, les accusés reconnaissent leur rôle et plaident tous coupables. Roselyne avoue enfin avoir commandité l'assassinat de son mari, mais son mobile reste flou. Il reste une chose importante que les parties civiles voulaient entendre, c'était pourquoi. C'est-à-dire la réponse à la question, mais pourquoi a-t-il été tué de manière aussi atroce, aussi glaciale, et donc pour quelle raison? Mais dès le deuxième jour du procès, un ultime coup de théâtre se produit. L'avocat de Roselyne demande le renvoi car un médecin est venu la voir, elle ne semble pas en état de comparaître devant la cour d'assises. La cour l'acceptera et le procès sera envoyé. Les parties civiles sont complètement dévastées. Ça fait plus de 4 ans qu'elles attendent ce procès. Et puis finalement, on leur apprend que ce procès ne se tiendra pas. Un an plus tard, le 15 juin 2016, le procès reprend. Et Roselyne continue d'étonner par son comportement. Roselyne ne va exprimer aucun regret à l'égard des parties civiles sur son rôle joué dans cette affaire. Elle n'aura même pas un regard pour son propre fils, Christopher, qui était donc sur le banc des parties civiles. Et les 2 autres accusés non plus ne font pas preuve d'empathie. Chez aucun des 3, il y a l'intervention de la prise en compte déjà du mort, mais également des dégâts que cela a pu engendrer chez les proches. Quant aux raisons évoquées par Roselyne pour expliquer l'assassinat de son mari, elles ne convainquent pas l'Assemblée. Elle n'est pas satisfaite de sa vie et puis elle a l'impression que son mode de vie se dérobe sous ses pieds. Elle va perdre beaucoup de choses. Non seulement elle est humiliée au niveau affectif, elle est rejetée en tant que femme, mais en même temps, encore une fois, à son âge, quinquagénaire, bientôt sexagénaire, elle imagine que la vie qu'elle a pu avoir jusqu'à présent n'aura plus lieu. Après 5 jours de débat, le verdict tombe. Roselyne est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Kevin à 20 ans. Et Arnaud, lui, à 15 ans. Pour les proches de Christophe, malgré le soulagement, ce procès a un goût amer. On voulait que la justice soit rendue et on aurait vraiment voulu qu'elle dise vraiment le pourquoi elle a tué Christophe. Et elle est toujours restée... elle n'a pas répondu aux questions que nous on attendait, quoi. Aujourd'hui, à Rognonas, les parties civiles ont repris le cours de leur vie, loin de la justice et des médias. Mais l'absence de Christophe se fait sentir chaque jour. Elle tente de se reconstruire, mais à chaque occasion, ils découvrent finalement la chaise vide à leur côté, celle d'un frère, celle d'un compagnon, celle d'un père. Et c'est extrêmement lourd pour les parties civiles à accepter au quotidien.